Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Cathy et j'anime au Centre Georges Brassens un atelier qui s'intitule Paroles de femmes. Alors l'an dernier, avec un petit groupe de femmes, nous avions déjà commencé à réaliser cet atelier environ pendant 5 à 6 séances. Et puis malheureusement, le confinement nous a arrêtés et nous n'avons pas pu poursuivre notre activité. Et cette année, à la rentrée, à nouveau, j'ai pu réaliser 2 séquences. Et puis à nouveau, le confinement ne nous a pas permis d'aller plus loin. Donc en général, cette activité Parole de femmes se déroule le jeudi de 14 heures à 16 heures. Voilà, c'est un moment assez sympathique où on se retrouve. Voilà, voilà, je voulais vous dire que même si vous n'avez jamais poussé la porte de cet atelier, mais vous pouvez toujours venir et essayer 1 ou 2 séances pour voir, puis voilà, venir quand ça vous chante en fait, hein. Voilà, il n'y a pas d'obligation à être là de façon régulière. Alors, c'est quoi cet atelier Parole de femmes? Alors, c'est un atelier déjà où on se fait du bien. On va commencer par un petit café, un petit peu de thé, selon qu'on préfère le thé ou le café. Et c'est un atelier, bien sûr, où, comme son nom l'indique, où on parle. Voilà, on se raconte. Et en même temps, on raconte. Voilà, alors, on raconte qui on est, d'où l'on vient, ou ce qui a été marquant dans notre vie, ce qui nous touche actuellement. Ben, voilà, parfois c'est actuellement, hier, ce qui s'est passé, voilà comment je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti. Mais aussi, ça peut être nos soucis, nos rêves, nos envies. Voilà. Alors, sachez qu'on rigole beaucoup, hein. Voilà, on fait aussi quelques jeux pour détendre l'atmosphère d'emblée. Et donc, du coup, on rigole beaucoup. Voilà. Donc, ça fait du bien. On s'écoute aussi. Et on découvre du coup d'autres univers. Et même, je peux dire que certaines paroles de femmes, moi personnellement, m'ont fait beaucoup voyager. Bah, par exemple, Rachida, alors je dis Rachida, mais j'ai changé les prénoms pour que personne ne soit reconnu sur cette vidéo. Donc ainsi, Rachida nous a parlé de sa Kabylie natale, de ces belles montagnes algériennes, couvertes de neige l'hiver, mais elle nous a aussi parlé des beignets de semoule à la fleur d'oranger. Et moi, je ne peux pas résister dans ces cas-là. Je pars dans un rêve. J'y suis, je suis partie, je voyage avec Rachida. Ou alors c'est Adriana qui nous explique qu'elle a appris à faire du vélo grâce au centre Georges Brassens en tant qu'adulte. Voilà, au centre Georges Brassens, on peut apprendre à faire du vélo. Alors quand elle était enfant, elle nous raconte-t-elle, dans son pays, je crois que c'était l'Albanie, elle avait eu un vélo, mais son frère lui avait pris, lui avait cassé, en lui disant que les filles ne faisaient pas de vélo. Adriana, il a fallu qu'elle attende d'être en France, adulte, pour pouvoir apprendre à faire du vélo. Et c'est Chantal aussi, qui a un souvenir incroyable d'être montée sur un poney toute petite et qui, là, à l'âge adulte bien avancé, nous dit que son rêve le plus cher, c'est de pouvoir remonter un jour à cheval. On a tous, on s'est tous dit que ça serait très très bien qu'elle puisse un jour remonter un jour en cheval et que ce rêve puisse enfin se réaliser. Alors dans la vie, on n'a pas toujours le temps de s'arrêter et que quelqu'un ou quelqu'une tende l'oreille pour écouter nos petites histoires. Or, notre vie de femme est marquée par un tas d'événements. Alors, certains de ces événements pourraient être des événements qui ont marqué des hommes, mais en général, beaucoup de ces événements sont des événements que je dirais plutôt féminins. Et du coup, en écoutant les histoires des unes et des autres, eh bien, ça nous fait réfléchir aussi à notre propre histoire. Femme seule ou femme mariée, maman, grand-mère. Nous sommes toutes différentes et nous méritons toutes d'être reconnues
et visible dans notre société. Souvent, ces histoires ont un lien très fort avec notre enfance. Et donc, on va parler de tout. On va parler de la vie. Au travers de ces histoires vont transparaître un certain nombre de choses. Le partage des tâches à la maison, l'éducation des filles, l'éducation des garçons, les relations entre les filles et les garçons, la façon de s'habiller, le respect dans la rue, quand on est une femme ou une fille, la considération au travail et l'égalité dans les salaires, les lieux que l'on fréquente et les lieux que l'on n'ose pas fréquenter, le choix d'une activité, que ce soit une activité manuelle, culturelle, sportive, nos passions, nos révoltes, les personnes que l'on aime, les personnes que l'on déteste, les moments que l'on aime, les moments que l'on déteste. Bref, vous avez compris qu'on se raconte. Il y a plein d'événements qui nous ont marqués, et puis il y a aussi plein de petites anecdotes qui font réfléchir. Et cela nous fait prendre conscience souvent, toutes ces petites anecdotes, que même si en France l'égalité entre les hommes et les femmes a progressé, il y a encore un chemin à parcourir, qu'on n'y est pas encore tout à fait. Alors, tenez, sur les anecdotes, je ne peux pas m'empêcher de vous en raconter quelques-unes. Alors, il y a un moment déjà, je suis allée acheter un pull-over à mon époux dans un magasin. Bon, il choisit un pull-over, il va dans la cabine d'essayage, il y a une gentille dame, enfin marchande qui vient s'occuper, serveuse, qui vient s'occuper de, je ne sais pas comment on dit, enfin bon, peu importe, qui vient s'occuper de lui, qui regarde si ça lui va, voilà, une vendeuse donc qui l'accompagne. Et puis ensuite, une fois qu'il a choisi son pull-over, elle l'accompagne à la caisse. Bon, moi, pendant ce temps-là, je furetais un peu dans le magasin, voilà, je le laissais se débrouiller puisqu'il y avait une vendeuse qui s'occupait de lui. Et quand on arrive à la caisse, cette même dame, elle se tourne vers moi et elle me dit « Vous ferez bien attention pour le lavage. Pas plus de 30 degrés, c'est fragile. » En moi-même, je la remercie. Je sors du magasin, je regarde mon mari et tous les deux, on éclate de rire. On éclate de rire parce qu'à la maison, c'est pas moi qui fais la lessive. Et non, c'est pas toujours les femmes qui font la lessive. C'est mon mari qui fait la lessive. Et oui. Alors tenez, une deuxième anecdote. C'est Noël actuellement. Eh bien, plein de gens vont acheter des jouets pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Alors, un jour, j'étais en train d'acheter quelque chose pour une de mes petites filles. Hein. Il y avait un garçon de 3 ans qui avait récupéré dans un rayon une poupée qui était là en train de lui faire un gros câlin. Et puis, sa maman était à la caisse, il va voir sa maman avec la poupée et il lui dit « Je veux la poupée ». Et sa maman lui dit « Repose ça, c'est pour les filles ». Le petit garçon, il fait « J'en veux une !» Et la maman « Non, pour les filles, je te dis, toi, t'as des voitures !» Alors, le petit garçon, il a eu beau pleurer, taper du pied, tout ce qu'il savait. La maman, elle ne s'est pas laissée faire. Pas parce qu'elle ne voulait pas lui acheter un jouet. Elle voulait bien lui acheter une voiture. Mais surtout pas une poupée. Surtout pas une poupée pour un petit garçon. Alors, vous voyez, cette anecdote, moi, elle me fait réfléchir parce que comment se fait-il qu'on puisse offrir facilement des petites voitures aux filles, mais une poupée pour un petit garçon, non, il n'aurait pas le droit de faire des câlins. Pourtant, ce petit garçon, il va grandir. Peut-être un jour, il sera père de famille. Et jouer à la poupée, c'est apprendre à faire des câlins, à changer son enfant, à lui raconter des histoires, à lui chanter des berceuses. Peut-être que ce petit garçon, il avait tout simplement envie de ça, qu'on s'occupe encore de lui. Et cette poupée, pour lui, c'était un moment de calme, d'attention. Allez, encore une petite anecdote. Alors, vous voyez, je raconte des choses qui me concernent, hein, vous voyez, je me raconte. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 25 ans et j'étais en congé de maternité j'attendais ma fille.
Et alors j'étais dans un travail où, bon, comme dans beaucoup de travail, hein, on est noté. Donc comme je n'étais pas dans mon travail, puisque j'étais en congé de maternité, je reçois à la maison ma notation. Et j'avais la même note que l'année précédente. Ce qui équivalait quasiment à une sanction parce que j'étais en début de carrière et que normalement j'aurais dû augmenter régulièrement d'un point, à peu près tous les ans. Je travaillais bien, il n'y avait aucune raison. Et sur mon appréciation, mon patron avait écrit que j'étais en congé de maternité. Comme si le fait qu'il ne m'augmente pas, c'était justifié par le fait que je n'avais pas travaillé à ses yeux. Alors, c'était pour moi encore plus facile de me rendre compte de ça parce que mon mari, toujours lui, hein, il avait commencé son travail dans la même entreprise que moi. Et lui, la même année, il avait été donc augmenté d'un point. Et l'année suivante, il a eu une promotion, c'est-à-dire qu'il a gagné plus d'argent que moi. Vous voyez l'égalité? Où est-ce que ça se niche, hein? Un congé de maternité qui n'est pas considéré comme étant une activité de travail pour les femmes et qui peut être pénalisant. Même si c'est bien sûr interdit par la loi de pénaliser au moment du congé de maternité. Bon voilà, on peut raconter plein de choses comme ça, des petites choses qui nous font parfois rire, parfois réfléchir, hein, ou parfois qui peuvent aussi nous toucher plus profondément. Durant ces 2 heures hebdomadaires, il m'arrivera aussi de parler de femmes qui m'inspirent et de vous les faire connaître. Des femmes exploratrices, chercheuses, artistes, féministes. Bon, nous connaissons toutes Simone Veil, hein, grâce à elle, l'avortement. Alors, quand la loi a été votée, il faut savoir qu'il y avait une femme qui mourait tous les jours d'un avortement clandestin. Et grâce à Simone Veil, eh bien, la loi permettant l'interruption volontaire de grossesse a permis à ces femmes de faire des avortements dans de bonnes conditions. On connaît tous aussi Marie Curie, hein, et son travail sur la radioactivité et ses 2 prix Nobel. En revanche, il y a un tas de femmes qu'on connaît beaucoup moins. Si je vous dis par exemple Ada Lovelace, ça vous dira peut-être pas grand-chose. Bien, Ada Lovelace, c'est la femme qui a créé le premier programme informatique. C'était en 1842. Comme quoi, actuellement, on dit parfois que les femmes, les maths et l'informatique, ça fait pas bon ménage. Eh bien, la première femme qui a créé un programme, la première personne qui a créé un programme informatique, c'est une femme, Ada Lovelace. Retenez son nom. Ou alors, si je vous dis Marie Margvant, ça ne vous parle pas forcément, bien Marie Margvant, c'est la première femme qui a traversé la Manche du continent à l'Angleterre en avion, et c'était en 1909. C'était un exploit extraordinaire. Peut-être vous connaissez Assila Boulmerka, qui est plus récente. Assila, c'est la première médaille d'or olympique pour l'Algérie. Première fois qu'il y avait une médaille pour l'Algérie, c'est une femme. Et c'était en 1992. Alors vous voyez, la liste est assez longue. Alors, je vais vous parler d'une femme qui est particulièrement inspirante et qui vient, hélas, de mourir. Il s'agit de Gisèle Halimi. Voilà, elle est décédée très récemment, elle avait 93 ans, et son livre, elle avait écrit un livre qui est sorti après son décès. Elle l'a écrit enfin, ils ont écrit à 2 avec une journaliste qui s'appelle Annick Cogent. Son livre s'appelle Une farouche liberté. Et je voudrais terminer cette petite vidéo en vous lisant un extrait de ce livre pour vous donner envie de le lire. Et puis, si vous venez à mon atelier, il n'y a pas de problème, je l'amènerai et on pourra le faire tourner. Ça se lit très très bien. Et vous verrez que c'est très intéressant de voir comment cette femme, elle raconte d'abord son enfance, comment dès l'enfance, elle était extrêmement déterminée pour sauver la cause des femmes. Alors, je retrouve la bonne page. Voilà. J'étais toute petite quand on m'a raconté l'histoire de ma naissance et le désespoir de mon père à l'annonce que sa femme venait d'accoucher d'une fille. Un désespoir si puissant qu'il a nié mon arrivée pendant près de 3 semaines. Aux amis qui venaient aux nouvelles, il affirmait
Non, non, Fritna n'a pas encore accouché. Certains s'étonnaient. Voyons, pas encore. Mais Édouard persistait. Non, toujours pas. Bientôt, bientôt. Il ne parvenait pas à se faire à cette catastrophe. Une descendance féminine, lui qui pourtant avait déjà un fils aîné. Ce récit 1000 fois relayé en famille a résonné de tout mon être comme un glas. J'étais né du mauvais côté. Mais c'était aussi un appel au sursaut et à l'insoumission. Oui, la révolte s'est levée très tôt en moi, dure, violente. Mes engagements ultérieurs en sont directement le fruit. La blessure de l'injustice m'a donné une force fabuleuse parce que désespérée. Tout dans l'enfance était fait pour me rappeler mon infériorité par rapport aux garçons, et d'abord à mes frères. Nous étions 4, 2 filles, 2 garçons. Et il était évident que dans cette fratrie, ma sœur et moi, nous étions les inessentiels, voués à servir les garçons du foyer. Les essentiels, c'est-à-dire les garçons du foyer. Et tout ça avant de nous marier et de passer sous l'autorité et la suggestion d'un époux. Les filles de la maison, donc moi et ma sœur, on devait se mettre au service des hommes de la maison. Dès 7 ou 8 ans, on m'a obligée à lessiver le sol, faire la vaisselle, laver et ranger le linge de mes frères, les servir à table. Je trouvais cela stupéfiant. Pourquoi? Au nom de quoi? Avant même la révolte, je ressentais une immense perplexité. Pourquoi cette différence? Elle n'avait aucun fondement, ni aucun sens. C'est parce que t'es une fille, s'entêtait ma mère, et parce qu'ils sont des garçons. La rébellion a été viscérale. Pas question d'accepter cette injustice criante. Plutôt mourir. Il y eut des gifles, des menaces, des punitions. L'affrontement fut violent. Je me roulais par terre. Ma mère se disait que je devais être dingue pour refuser ainsi ma condition de fille. Je la revois mettre un doigt sur sa tempe, désemparée, affirmant à mon père « Ta fille ne tourne pas rond !» Alors j'ai choisi l'arme ultime, une grève de la faim. C'est un moyen terrible, vous savez. Mes parents se sont affolés et ont cédé au bout de quelques jours. Je ne servirai plus mes frères. Ni à table, ni dans la chambre, ni jamais, ai-je exigé. Et ce fut au fond, ma première victoire féministe. Voilà, je vous en dis pas plus, hein. Donc Gisèle Halimi, elle se raconte dans ce livre pour vous donner un petit peu quel sera son destin. Donc cette femme, Gisèle, elle était née en Tunisie, hein, dans une famille relativement modeste. Elle est enfant, donc c'était une très très bonne élève. Et elle a réussi à pouvoir faire des études et partir en France pour devenir avocate. Elle aura un destin exceptionnel. Gisèle va devenir une très grande avocate. Elle défendra d'abord des militants des indépendances tunisiennes et algériennes qui étaient soumis à la torture pendant les guerres d'indépendance, justement. Elle fera basculer aussi l'opinion sur le droit à l'avortement et travaillera avec Simone Veil, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour que la loi permettant cet avortement soit votée en 1975. Elle se battra aussi pour que le viol soit reconnu comme un crime. Voilà, donc si vous venez me voir quand ça reprend, j'aurai avec moi ce petit livre, et si vous voulez l'emprunter pour le lire, je vous assure, vous n'allez pas perdre votre temps, c'est vraiment un livre très très intéressant. Voilà, je vous attends nombreuses, bien sûr. C'est vraiment 2 heures agréables déjà pour moi. Hein, je me fais vraiment plaisir à vous voir. Hein, et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein, voilà, on bavarde. Vous savez bien ce qu'on dit. Hein.
Ce qu'on dit, c'est que les femmes et les filles sont des pipelettes. Eh bien, voilà, moi je suis assez d'accord avec ça. J'aime bien faire la pipelette. Hein, et puis on a plein de choses à se dire, quoi. Alors, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Je vous embrasse.